Professeur Maffezoli, cher Michel, hein, bonjour. Alors, je ne sais si vous êtes à Paris ou à Graissac, dans votre joli petit village dont vous parlez si bien dans votre biographie, intitulée Socratiquement Apologie, publiée aux éditions Le Cerf. Euh, Vous êtes à Paris ou à Graissac, là? Ah là, je suis à Paris. Vous voyez, mon bureau donne sur la place de la Sorbonne, où j'ai enseigné pendant 40 ans. J'aime beaucoup aller à Graissac, mais j'aime aussi venir à Paris. Voilà, là, je suis à Alors, Paris. bien sûr, j'ai lu avec, comment dire exactement, avec nostalgie presque, oui, votre livre. Alors, comme vous aimez bien les oxymores, je dirais que je l'ai lu avec une nostalgie positive, dans la mesure où vous faites du passé table force et où de toute cette histoire qui est la vôtre, sur laquelle on va revenir, hein, que vous racontez, se dégage le principe que vous avez souvent défini de l'enracinement dynamique, hein. Alors, après, je vais vous laisser la parole, mais les amis et les ennemis qui liront ce livre, y trouveront un réconfort dans la mesure où ils comprendront à vous lire que la modernité, elle est dans le passé et que sans le passé, sans la tradition, sans cette atmosphère latine dont vous parlez, on ne peut pas avancer. Alors, première question, euh, tous ces hommes et toutes ces femmes, mais il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans votre livre, à part votre femme, bien sûr, centrale, essentielle, magnifique intelligence, délicieuse cuisinière, hein, que vous citez souvent, mais je vous laisserai le soin d'en parler. Et tous ces hommes que vous avez rencontrés, alors principalement Gilbert Durand, dont vous dites qu'il fut votre maître, Lucien Braun, qui est un des spécialistes de Paracelse, énigmatique, hein, Heidegger, Sartre, Freud, et non pas Freud, comme d'aucuns le pensent, Umberto Eco, et pour moi, Guy Debord, que j'aurais tant aimé rencontrer, Benoît XVI aussi, que vous avez eu la chance de rencontrer au Vatican. Alors, d'abord, toutes ces rencontres, qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Parce que l'intelligence, c'est une imbibation, hein. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté de connaître Sartre, dont vous dites pas beaucoup de bien, et je vous comprends, hein, l'agité du bocal n'a jamais été mon ami, vous en doutez, mais enfin, vous l'avez rencontré comme Gilbert Durand, qui a présidé à vos travaux. Bon, tous ces hommes, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Bon, ah, il y a beaucoup de choses, cher ami, dans ce que vous venez d'indiquer, plusieurs questions. Tout d'abord, en vous écoutant au début, je pensais à sur cette relation du passé, présent, à venir, à cette très belle phrase de Léon Bloy, hein: «Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir». Le prophète, c'est celui qui se souvient de l'avenir. Et pour ma part, au-delà, je dirais, disons, du mythe du progrès, d'ailleurs, c'était ma thèse d'État, ce qu'on appelait encore à l'époque la thèse d'État en 1978, où j'ai fait une critique du progrès et du progressisme, et en rappelant l'oxymore que vous avez indiqué il y a un instant, l'enracinement dynamique, hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la plante humaine, tout d'un coup, et c'est ce que j'ai écrit tout au long de mes livres, se souvient qu'elle a besoin de racines pour croître, hein. Et c'est ça l'enracinement dynamique. Alors, c'est à partir de cette mise en perspective, si vous voulez, que vous connaissez, je l'ai rappelé dans ce livre, mais je suis sûr que vous connaissez cette formule qu'on répète sans trop, auquel on ne fait pas bien attention, de Bernard de Chartres, hein, 12e siècle, hein. Nous sommes des nains
hisser sur les épaules des géants. Voilà, hein, important de voir comment, on doit à ses maîtres et moi je dis non pas avec humilité, mais avec une grande simplicité, que j'ai eue, étant nommé assez jeune à la Sorbonne, c'était en 1981. J'ai eu la chance de rencontrer toute une série de noms. Alors vous en avez cité, on y reviendra si vous voulez, hein, mais bien sûr, il y a Gilbert Durand avec lequel j'ai fait mes 2 thèses, hein, et avec lequel qui m'a aidé à penser l'imaginaire, Ah justement, oui, 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 auquel oui. nous venions en disant: «C'est une atmosphère». Alors Heidegger qui m'a reçu en son temps, Julien Freund, bien sûr. Alors, Sartre, vous venez de le citer, je le considère pas comme un vrai philosophe. Pour moi, c'est Non, un oui, oui, oui. il m'avait convoqué avec sa dame, je vois encore quand je passe boulevard du Montparnasse très souvent le restaurant où il m'avait invité, il y avait eu quelques articles qui étaient de moi et sur moi et donc il voulait savoir qu'est-ce que c'était ça qui arrivait, si je puis le dire Mhm. ainsi et c'était une convocation où dans le fond on sentait plus le juge que la discussion, si Ah, voilà, 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 voilà. intellectuelle, voilà. Ouais. Qu'importe, il n'y a pas eu de suite. Mais alors voilà et puis bien sûr, puisque vous citez Guy Debord, Heu, je dis d'une manière un peu ironique qu'il m'avait dépucelé, théoriquement, pas très loin de là où j'habite, boulevard Saint-Michel, et là aussi ce fut, en même temps que Jean Baudrillard d'ailleurs, quelqu'un qui m'a beaucoup formé. Voilà en gros mes 1res réponses, hein. D'une part, il faut penser aux racines, hein, dont nous sommes issus. C'est mon village, hein, c'est la sagesse que j'ai appris, auprès de ce peuple qui est le mien, hein, dans ce petit village, Cévenol de Graissac. Et puis, allant à Paris, eh bien, rencontrer ces gens, mais voilà, tout cela pour montrer qu'on n'est pas comme ça d'une manière, on n'est pas abstrait, hein, et on Voilà, oui, oui. incarné. Ah, Vous avez eu aussi la chance de suivre les cours, vous le racontez, de Deleuze à Lyon. ah oui, 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 oui. Deleuze, c'était au tout oui, c'était en 1964 exactement, hein, c'est-à-dire, bah, j'avais 20 ans. Voilà Eh oui, oui, oui. Non, mais et c'est une chance d'avoir pu quand même, voilà. chacun dans notre domaine, du reste, on a eu la chance de rencontrer de grands hommes, quoi, hein. Oui, j'espère. Excusez-moi, cher ami, j'ai lu vos livres et je sais que vous êtes un peu dans le même, type d'attitude, hein, par Ah, rapport complètement, à ce que complètement. l'on doit, non pas simplement, je dirais, les droits, hein, les fameux droits, mais les devoirs, hein, les Ouais. obligations, voilà. Du reste, je crois qu'on est les derniers à dire que nous avons eu des maîtres. Oui, eh beh, il faut non, moi je vois maintenant, moi j'ai eu des maîtres. Et Oui, pour tout vous avouer, quand on a célébré en Sorbonne, il y a l'an dernier, mes 80 ans, ben, il y avait toute une série de mes anciens étudiants, maintenant professeurs un peu partout, à Montpellier pas mal d'ailleurs et puis oui, dans oui, oui. beaucoup de pays, qui étaient là et qui ont, par rapport à moi, cette attitude, hein, encore une Ah fois. ben tant mieux, tant mieux. Voilà. Alors, bon, vous dites dans votre livre que vous reprenez une phrase d'Hannah Arendt, que tout le monde devrait lire, hein. Vous dites que Hannah Arendt se définissait comme n'entrant dans aucune case, Mmh. ce qui est, ce qui est votre cas. Oui, oui, non, moi j'ai, avant de parler de cette grande dame de la pensée, hein, je considère qu'Hannah Arendt on la cite peu et on la lit peu en France, alors qu'on aurait dû d'ailleurs à l'époque, lui donner un poste. Vous savez qu'elle est passée à Paris en quittant l'Allemagne et Mhm. elle habitait rue Saint-Jacques, à côté de là où j'habite maintenant et elle n'a pas pu rester parce qu'on lui a rien proposé. Elle est partie aux États-Unis et a fait sa carrière aux États-Unis. Ouais, Mais ouais, ouais. bon, mais alors comme elle, puisque en effet, je rappelle qu'elle disait cela, pour ma part, j'ai pris au sérieux ce mot universitas, l'université, hein. Mhm. Donc je lis beaucoup saint Thomas d'Aquin, Albert le Grand, les philosophes du théologiens du XIIIe siècle. C'est là que se crée la Sorbonne, l'universitas. C'est-à-dire non pas simplement une discipline,
Oui, que ce soit, je sais pas, philo, droit, théologie, et cetera. Mais, au contraire, quand se crée l'université, c'était justement montrer l'interaction, dans le sens fort du terme, qui pouvait exister entre ces diverses disciplines. Et pour ma part, alors cela m'a été reproché par certains de mes chers collègues, les bourdieusiens ou les Ah bourdievins, oui, oui, oui. qui vont rester très limités dans une sociologie un peu étroite. Moi, pour ma part, ben voilà, quand et cela s'est vu dans mon enseignement, cela se voit dans mes livres, ben c'est bien sûr le background sociologique. En même temps, je n'oublie pas que j'ai une thèse de philosophie, que je lis de la poésie, que j'aime beaucoup la théologie. Et donc, en quelque sorte, je mets en conjonction tous ces éléments. Il y a qu'une discipline qui m'est étrangère, cher ami, c'est le droit. Hein, j'en suis Oui, ben, c'est une discipline faite pour les imbéciles, paraît-il. Voilà. Il y a un très grand avocat qui disait le droit, c'est comme la prostitution, ça mène à tout à condition d'en sortir. oui, il se trouve que moi, une de mes filles est docteur en droit et puis ma femme que vous avez célébrée, Oui. est une énarque, Ouais. très sérieuse qui connaît bien le droit. Mais moi je leur dis: «Je m'intéresse surtout aux tordus, la vie Ouais, sociale oui, oui, des oui, oui. autres» et pas Cela étant dit, le droit, dans sa formulation romaine, oui, oui, historique, est une grandiose oui, discipline. oui, moi je le Quand pense on aussi. lit les instituts de Justinien, par exemple, Oui, oui, oui. on pratique un exercice remarquable. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la rigueur romaine du droit, hein. Non, mais je suis d'accord avec vous. Alors je viens de faire cette petite astuce sur le droit et le tordu, mais, il se trouve que je discute, des jeunes gens viennent me voir très souvent et parmi eux, il y a beaucoup de juristes, hein. C'est intéressant, de ces jeunes 25 ans, de jeunes avocats avec et cetera et en effet, ils ont une conception très riche du droit. Voilà, donc, on ferme cette parenthèse, Oui, mais oui, oui. Mais on peut déplorer également, alors là, pour vous rejoindre, hein, dans votre livre, vous dites que vous accordez une importance considérable à l'histoire, hein. Euh, avec votre passion du latin, vous dites, vous citez quelque part Historia vitae magistra. L'histoire est la maîtresse de la vie. oui, bien sûr, oui. Et aujourd'hui, eh ben, malheureusement, l'histoire du droit n'existe quasiment plus. Et la philosophie du droit a disparu quasiment, quoi. Ce Non, mais sont, on va pas se lamenter. Pour tout vous avouer, je suis en train d'écrire là, parce que mon éditeur a insisté et puis j'ai envie aussi d'écrire, Apologie 2. Voilà, là, je ouais, suis ouais, ah, ben, très bien, il y aura une suite. Alors, entrons un peu dans cette période complètement folle que nous vivons, bien sûr, qui se déroule sous vos yeux, hein. Bon, donc vous avez la matière en explosion, là, hein, sous vos yeux. Bon, vous on- voyez, dans cette Apologie 2, je montre en quelque sorte, un peu plus que dans mon premier livre, comment cette université, est en déshérence. ah, voilà. Oui, Elle oui, 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 Effectivement, oui. dans leurs diverses disciplines, le fondement qui était le sien, bien sûr. Et alors cela dit, je dirais, les élites sont déphasées actuellement. Alors c'est bien sûr les intellectuels, c'est les journalistes, les politiques, mais excusez-moi, voyez-moi d'une manière, un peu prophétique, si je puis le dire ainsi. Déjà dans ma thèse d'État, je faisais la critique du politique, qui s'est détaché de la police, de la ville, en quelque sorte. Oui. Oui, Regardez. Donc ce bah, que l'on vit actuellement, pour moi, si je le dis un peu prétentieusement, je l'avais déjà annoncé dans mes premiers oui, livres. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Guy Debord, déjà, quand il disait on va entrer dans l'époque où je parais donc je suis sera la règle, Bien sûr. Je regardais hier, cette espèce de grand théâtreux qui a été le Panthéon, là, pour la remise d'un certain ministre au Panthéon et je hein. pense en voyant ce qui se passait avec le président, les gens qui étaient là, je pensais exactement à Guy Debord. C'est-à-dire, c'est plus Ah la oui, société du spectacle, c'était la politique de spectacle. oui, avec un cercueil vide. Voilà et Baudrillard, à peu près à la même époque, parlait du simulacre. Vous Oui, voyez? voilà, voilà, voilà. On voyait hier, là, une réalisation de cette société du Est-ce que je peux me risquer là, est-ce que je peux me risquer à vous poser une question en rappelant quand même que dans votre livre, à la page 40, vous parlez, et ça c'est magnifique, de l'importance de l'anodin, de l'importance de l'anodin. Qu'est-ce que ça vaut le coup de lire ce passage, hein?
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand on regarde ce qui s'est passé hier au Panthéon, qu'on est vraiment des orphelins de la monarchie dans ses fastes? Oui, oui. Oui, d'une part, mais le Panthéon hier, moi j'ai pas trop je vais pas trop en parler parce que ça m'a particulièrement chagriné, mais disons que c'était l'expression même de de ce que Platon appelle la théatrocratie. Vous Oui, voyez? oui, Ah, oui, en oui, sorte, hein. oui. Quand Platon parle de la théatrocratie dans la République, c'est quand il y a une dégénérescence, justement, de la démocratie et qu'à ce moment-là, il y a on fait semblant, on fait comme si, hein, le On et fait comme si, oui, oui, ah, oui. et c'est cela qu'on apprend, dans la vie quotidienne, hein, puisque vous avez cité la formule que j'ai dit, être attentif à l'anodin, à la banalité, hein, et ce fut, vous le savez, que j'ai créé en 82 à la Sorbonne un centre d'études sur l'actuel et le quotidien, hein, m'inspirant là de justement, Julien Freund, grand spécialiste de Max Weber, qui disait: «Il faut être à la hauteur du quotidien». Le quotidien, oui, oui. Hauteur du quotidien. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qui censément est en bas, c'est ce à partir de quoi qu'on peut ce à partir de ce qu'on peut comprendre ce qu'est la vie sociale. Vous voyez, ce mot qui m'est cher, le mot banal, banalité. Hein, maintenant ça signifie ce qui est plus rien. Alors que, dans tous nos villages français, nous avons le four banal. Et qu'est-ce que c'était que le four banal? C'était justement le jour où le Seigneur rétrocédait le four à la communauté. C'était la fête du pain commun, voilà. Donc pour moi, le quotidien, la banalité, en tout cas en ce qui me concerne, a été ce à partir de quoi j'ai essayé de comprendre ce qu'était notre société et son devenir, bien évidemment. Il reste un impôt sur le four banal. Ah oui, Oui, enfin, bon, ça, c'est c'est l'ancien historien du droit qui peut voilà. vous le dire, hein. Alors, j'ai été très, très intéressé par votre attachement, bon, qui peut paraître aux imbéciles démodé, mais tellement moderne pour moi, à saint Thomas d'Aquin. Ah, Difficile à lire, hein, difficile à lire. Alors, pourquoi cet attachement à saint Thomas d'Aquin? Alors, bon, vous dites l'analyse du lien social, le réalisme de saint Thomas, qui rend attentif au fait que l'être naturel est à la fois corps et âme, refus de l'utilitarisme. ah! Alors, expliquez. Oh, 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 difficile. Vous voyez, c'est amusant, hein, sur mon bureau, j'ai le docteur Angélique Ah, oui, 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 de Maritain. et j'ai Introduction à saint Thomas d'Aquin de Oui, Chenu. Voilà, donc et là, Gilson, enfin, peu importe. Oui, bon, pour tout vous avouer, juste, avant de vous répondre sur le fond, justement, au début de mes études, c'était en 66 que j'ai fait le premier article, à Lyon où j'étais étudiant, sur l'union de l'âme et du corps chez Aristote et saint Thomas d'Aquin, voilà. Et pour moi est resté cette et c'est ça le réalisme, hein, c'est-à-dire cette espèce de conjonction entre le corps et l'esprit. Non pas simplement quelque chose qui vient du haut, dans la perspective platonicienne, si on est un peu pédant, mais au contraire ce qui va surgir du bas. Et c'était la position d'Aristote quand il se sépare de Platon. Et vous savez, n'est-ce pas, que saint Thomas a été essentiellement influencé par Aristote. oui. Avec cette idée-là, voyez, je vais pas le dire en latin, je vais vous le dire en français. Il n'y a rien dans la phrase de saint Thomas, il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens, voyez? Et c'est ça qu'on appelle le réalisme, c'est-à-dire en quelque sorte, on n'a pas de mots, moi je dis l'entièreté de l'être, hein, Mhm, mhm, on mhm. le dit en des termes plus connus actuellement en France, conception holistique. Alors voilà en quel sens, personnellement, j'ai été tout jeune et je continue, et je le cite beaucoup dans mes livres d'ailleurs, influencé par cette pensée de saint Thomas, encore une fois, réalisme, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement une vue de l'esprit, Non, non, vue c'est le réel. voilà, réel, hein. Il y a une très belle formule de saint Thomas, il dit: «L'obéissance au réel». Oui, 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 oui. Obéissance au réel. C'est très beau comme forme, c'est très Oui, oui. simple et en même temps très beau et voilà un peu Et ce il dit aussi, une table et une table. voilà, Alors, dit en français, ça paraît banal, dit en latin, c'est beaucoup plus joli, bien sûr, mais c'est l'obligation du réel. Alors maintenant, bon, il faut le lire, ce livre, enfin le lire et le relire, il faut le méditer, hein. Moi, je me permets de rappeler ce que vous mettez en exergue, hein.
Meditando et legendo, méditer et lire. Voilà. Méditer et lire. Méditer et lire. Ouais. Alors, méditer en marchant, lire en s'asseyant, méditer et lire. Votre livre, c'est un livre qu'on lit et qu'on médite, hein, franchement, hein. C'est presque à un moment donné, j'avais l'impression euh, d'être dans une espèce de promenade monacale. Ah oui, oui, oui. Oui, une promenade monacale, comme si sous la voûte des mots résonnait quelque chose d'autre, voyez, quelque chose d'autre, cette espèce d'insaisissable spiritualité qui se Mais dégage du parfum des mots, du parfum des grandes architectures, voyez, c'est ce qui fait la beauté de votre livre. alors, je vous remercie. En vous écoutant, là, dans ce que vous dites, je pense à ce très beau texte de Heidegger, hein, Chemin de campagne. Et Ouais. dans son petit village de Meßkirch, en Bavière, là-bas, où en Souabe, pardon, et où il se promène, hein, avec un livre, s'arrête, médite, hein, prend des notes, et cetera. Moi, ce petit texte qui est paru en français chez Gallimard me plaît beaucoup et renvoie exactement à ce que vous disiez. Moi, si vous voulez, dans mon petit village de Cévenol, donc quand je vais dans mon petit Gressac, je passe toujours une 12 heures avec un livre sur le bras, où je vais marcher en montagne, vous voyez? Et en lisant, en s'arrêtant, en méditant. Pour ma part, c'est ce qui a toujours été le cas et c'est ce que je fais d'ailleurs à Paris, dans les rues de Paris aussi, hein, voilà, pour tout vous Oui, dire. oui, oui. Ah donc, il y a ce côté de méditation que vous avez souligné qui, bon, moi j'espère y avoir réussi, mais à mon sens, c'est ce que je vois en particulier chez beaucoup de ces jeunes générations qui se remettent à la lecture et qui, au-delà du savoir abstrait qu'on leur a appris à l'université, pensent par eux-mêmes, si je puis dire. Voilà. Mmh. Le questionnement et la piété de la pensée. Oui. Pour les jeunes qui nous feront l'amitié de nous écouter, dites-leur ce que c'est l'importance du questionnement, l'importance de l'échange, l'importance de la dialectique, le fait d'écouter celui qui n'est pas d'accord, le fait de s'enrichir. Pascal disait, qui me contredit m'enrichit, hein. C'est une Oui, vous avez raison. magnifique pensée, hein. Bon, en même temps, répondez aussi à cette question, pourquoi faites-vous l'éloge du quotidien? Ah oui. Bon, alors attendez. Ah, c'est riche, hein, mais c'est vous, hein? Il y a 2 choses. Tout d'abord, la 1re sur la question, la phrase que vous avez citée, Heidegger, hein, le questionnement et Ah oui. la pensée, bien. Mais avant Heidegger, moi je le rappelle souvent dans mes conférences d'ailleurs, je rappelle que, restons, Aristote. Quand Aristote dans l'Éthique, fait la distinction entre, justement la pensée, la philosophie et l'opinion, la doxa. Il dit: «Ce qui fait la différence, c'est exactement de savoir poser des questions», hein. Le mot grec d'ailleurs est intéressant. «Kalos apoiorestai», ça veut dire poser bellement des apories, hein, c'est-à-dire quasiment, hein, «kalos apoiorestai». Bon, peu importe et il montre que c'est, quelque chose qui fait qu'on n'a pas une réponse préétablie, mais on rentre dans un chemin de pensée. Voilà, donc le questionnement actuellement domine des grands systèmes, hein, marxistes, freudisme, positivisme, qui sont, de mon point de vue, totalement déphasés, mais qui sont des systèmes fermés. Alors que le propre de la question, justement, au-delà d'une réponse, c'est qu'on va rentrer dans une discussion, ce que au Moyen Âge on appelait la disputatio, hein, universitaire, la dispute, mais dans le sens heu, intéressant du terme, très riche, voilà. Voilà, donc pour la question, voilà. Maintenant le quotidien, je vous ai dit un peu tout à l'heure, hein, pour moi ce fut, voilà, la grande idée, je dirais, qui a été le fil rouge de tous mes livres, et à partir du centre d'études que j'ai créé, hein, centre d'études sur l'actuel et le quotidien en Sorbonne, qui est maintenant à son siège à Montpellier d'ailleurs, eh bien, avec certains de mes anciens étudiants, c'est de dire, encore une fois, c'est le background, le fondement de toute vie, hein, manger, habiter, s'habiller, vous voyez des choses c'est ça la culture fondamentalement, hein. C'est pas simplement les grandes œuvres de la culture, non, non, mais ce qui se vit à la base. Alors c'est en ce sens que, j'ai essayé de poser toute une série de questions
à partir de cette banalité, à partir de la vie quotidienne. Merci, on est arrivé au terme du temps que que la mécanique, hein, nous impartit. Merci, merci. Vraiment, il faut le lire, ce livre, et pas que le lire, le méditer. Je suppose que vous êtes comme moi, hein, dans ce contexte un peu difficile. Vous devez vous dire, va est, ibi terra cujus, rex puer est. Malheur à toi, pays dont le roi est un gamin. Ouais, Allez, nous qui sommes des vieux cons, on n'est plus des gamins, mais je crois peut-être on l'est encore, mais différemment, hein. restez. Moi, cette phrase que vous venez de citer, qui est de la Bible, je l'ai citée justement L'Ecclésiaste, oui. contre le président actuel en montrant Voilà, voilà, oui, c'est ça ça. peut être postmoderne Ouais, et en montrant que d'une certaine manière, il était déphasé, l'actualité le montre. Voilà, voilà. merci. Merci, professeur. À très bientôt à Grèce-Sac où nous reprendrons ces entretiens. Avec plaisir, un grand plaisir. Au Au revoir. revoir. Merci.